Salut. Alors, ça fait presque 2 ans que je n'ai pas fait une note d'analyse sur AbbVie. Si vous vous rappelez, la dernière note d'analyse pour les anciens, je rappelle ici que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Ok. Je lis, j'écoute et je vous donne mon avis par rapport à ce que je pense de la compagnie avec et au-delà des chiffres. Ok. Donc, ici, parce que AbbVie avait des chiffres très intéressants à cette période-là. Ok. Je vais juste pour vous montrer ici la vidéo, c'est celle-ci. AbbVie est une value trap, point d'interrogation ici, entre parenthèses, note d'analyse. Vous pouvez la retrouver, sa date à peu près, elle est sortie à quoi à peu près aux alentours de 2000, juillet 2000, juillet 2023, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Après, c'est pas plus grave que ça. Je pense qu'on avait un prix aux alentours de 135 $ et à ce prix-là, AbbVie était intéressant. On avait déjà également identifié les inconvénients ainsi que les avantages. Parce que je dis toujours une chose, quand l'opportunité d'investissement se présente, il y a toujours un problème. Et à vous de déterminer si le problème est temporaire ou durable. Vous savez depuis plusieurs mois ici que les compagnies pharmaceutiques font face ici à ce qu'on appelle un patent cliff. Donc il y a énormément de médicaments ici qui arrivent, dont les brevets arrivent à expiration. C'est la raison pour laquelle les pharma se négocient généralement une quinzaine de fois les bénéfices. C'est comme si c'était cyclique, mais tout simplement parce qu'il y a cette incertitude-là. Parfois également, il y a des pharmaceutiques qui dépendent énormément d'un seul médicament. Mais bref, on va parler d'AbbVie ici aujourd'hui. Il me semble que la dernière fois qu'on a parlé, on a mentionné AbbVie, on était à peu près aux alentours de 10 fois les bénéfices. Aujourd'hui, on est à 20 fois les bénéfices. Ça ne veut pas dire que l'action, on a doublé ici. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que les bénéfices ont baissé entre-temps. Mais si vous regardez bien la vidéo précédente ici, c'était déjà quelque chose qu'on avait pris en considération. Les 2024 et 2020. Et 2023 et 2024 allaient être des années compliquées, notamment par rapport à Humira. Mais bref, c'est l'heure de la mise à jour. OK? Donc, on va y aller. Voilà. Alors, dans l'industrie pharmaceutique, la perte d'exclusivité d'un médicament phare peut représenter un tournant décisif pour une entreprise. Donc, quand vous analysez ce genre d'entreprise, posez-vous toujours la question de savoir les revenus dépendent de quoi. D'accord? Un peu comme Sanofi dépend énormément du Dupixent. C'est un bon médicament. Enfin, quand je dis bon médicament, c'est un médicament qui a presque... Je voulais dire, c'est un médicament qu'on utilise presque sur plusieurs maladies ici. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la base de ce médicament-là, mais c'est un vrai blockbuster. Mais c'est uniquement, enfin, c'est ce médicament en majorité qui tire la croissance de Sanofi. Et donc, il y a un risque, ok, notamment par rapport aux brevets. Et les brevets jamais arrivent à expiration. Je ne sais pas quand est-ce que, je pense du Dupixent, vous pourrez aller voir ça sur la chaîne, sur le site de la compagnie ici. Mais voilà, il faut faire attention. Donc, quand vous regardez une pharmaceutique, regardez toujours quel type de médicament, on dépend énormément de quel produit. Si c'est assez diversifié, tant mieux. Donc, alors, quand une pharmaceutique fait face à une perte d'exclusivité, c'est généralement ici, ça peut généralement représenter un tournant décisif pour l'entreprise. C'est précisément ce qu'a vécu AbbVie ces dernières années avec Humira, un traitement immunologique qui a longtemps été une source majeure de revenus. Après avoir dominé le marché pendant des années, Humira a vu ses ventes chuter en 2023 et 2024 face à une concurrence accrue, entraînant une baisse des bénéfices d'AbbVie au cours des 2 dernières années. Et quand le médicament arrive sur le domaine public ici, ou bien quand le brevet arrive à expiration, laissez-moi vous dire que sur les 12 à 24 mois qui suivent, le chiffre d'affaires va baisser au moins de 90% sur ce médicament-là précisément. OK? Donc, bien que des pertes supplémentaires soient attendues en 2025, l'essentiel de l'impact semble déjà derrière nous. Et quand je parle de pertes supplémentaires, je parle d'Humira précisément. OK? Donc, et surtout, l'entreprise entrevoit une lumière au bout du tunnel, à savoir une amélioration de ses bénéfices dès 2025. Pour compenser les pertes liées à Humira, AbbVie mise sur d'autres médicaments de son portefeuille, en particulier Skyrizi et Rinvoq qu'on a déjà mentionné il y a 2 ans ici. Donc ces 2 traitements également destinés aux maladies immunologiques ont déjà prouvé leur valeur. L'année dernière, ils ont généré ensemble près de 18 milliards de dollars de ventes annuelles. Donc Skyrizi s'est imposé comme le produit phare de l'entreprise, surpassant toutes les, enfin pas toutes, mais tous les autres en termes de chiffre d'affaires, tandis que Rinvoq a dépassé Humira pour devenir le 2e produit le plus vendu au 4e trimestre. Attention, je ne dis pas ici que Rinvoq a un chiffre d'affaires plus élevé que Humira à son prime. Non, en termes de chiffre d'affaires ici, si on prend Humira qui est en perte de croissance, ok? Donc, c'est normal qu'on ait à peu près ce dépassement-là. Mais ce qui veut dire ici qu'on a des produits qui arrivent à prendre la relève.
OK? Donc, les perspectives pour ces deux médicaments sont également prometteuses. La direction d'AbbVie prévoit qu'ils atteindront à peu près 31 milliards de dollars de ventes combinées d'ici 2027, avec environ 20 milliards provenant de Skyrizi et 11 milliards provenant de Rinvoq. Pour l'année en cours, l'entreprise, donc pour 2025, l'entreprise vise des bénéfices ajustés compris entre 12,12 et 12,32 dollars par action, ce qui représente une amélioration annuelle de 21%. Donc, ces chiffres témoignent de la confiance d'AbbVie en sa capacité à rebondir grâce à ces nouveaux moteurs de croissance. Donc, au-delà de ces succès, AbbVie ne compte pas s'arrêter là. Non. L'entreprise s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'atteindre un taux de croissance annuel composé élevé à un chiffre pour ses ventes totales d'ici 2029. Quand on veut parler ici un chiffre élevé, ça veut dire ici que ça sera entre 6 et 9%. OK? En moyenne, jusqu'en 2029, en termes de chiffres d'affaires. Donc, cette vision à long terme s'accompagne d'une diversification stratégique, notamment avec une entrée remarquée sur le marché des traitements contre l'obésité. Je ne suis pas en train de dire ici que AbbVie vend un médicament contre l'obésité. Non, 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 non. OK? Donc, AbbVie a récemment conclu un accord avec Gubra, ou bien Gubra, c'est comme vous voulez, une société danoise spécialisée dans les services précliniques et la découverte de médicaments à base de peptides. Donc, dans le cadre de cette collaboration, parce que c'est une collaboration, d'accord? C'est une collaboration. On n'est pas en train de dire ici que AbbVie a fait l'acquisition de Gubra. Non, non, non. Comme vous pouvez le voir ici, je pense que si on va sur le site de Gubra, si Discovery and Partnership, donc si on prend le R&D Pipeline présentement, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Je pense que voilà, c'est ce médicament-ci. C'est ici que se situe le deal on appelle ça, de AbbVie. OK? Majoritairement dans tout ce qui concerne ici l'obésité. Mais bon, on a parlé d'amyline ici. Bon, je veux dire que c'est presque celui-ci qui est en phase 1. Et dites-vous que quand on fait, je pense qu'il y a phase 1, 2, 3, la quatrième, c'est généralement ici la phase de mise sur le marché. Je pense que dans ce secteur d'activité, de la phase 1 à la probation et la mise sur le marché, ok, vous pouvez littéralement passer 3 à 6 ans. Et là, je donne même juste une certaine moyenne parce que ça peut me donner, ça peut être plus long que ça. Ok, donc ça ne veut pas dire ici que demain, elle va avoir tendance à présenter des médicaments contre l'obésité. OK? Non. Donc, c'est-à-dire que Eli Lilly et Novo Nordisk peuvent encore dormir tranquilles. Il me semble également que le médicament même de Viking thérapeutique est plus avancé en termes de phase ici par rapport à celui de Gubra. Mais vous constatez ici que cette thématique-là, dans ce secteur pharmaceutique, est de plus en plus concurrentielle. Tout le monde veut rentrer sur ce marché-là parce que c'est un gros marché. C'est la raison pour laquelle, faites attention quand vous avez des compagnies comme Novo Nordisk ou bien Eli Lilly, la concurrence ne dort pas. OK? Donc, il ne faut pas payer des multiples élevés pour ce genre de choses. Et encore, je parle de Novo Nordisk ici, tout simplement parce que Novo Nordisk nous présente ici un prix intéressant. Mais j'ai toujours mentionné que dans Novo Nordisk, si vous regardez bien, la structure de coût est différente par rapport à Eli Lilly. Ils investissent moins en recherche et développement. Ça ne veut pas dire que si vous investissez plus en recherche et développement, vous allez forcément trouver plus. Non, pas du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle la structure au niveau des marges est différente. Parce que si Eli Lilly fait la même chose que Novo Nordisk, elle pourrait avoir littéralement à peu près... Le prix actuel est peut-être correct et non surévalué. Donc, faites attention. OK? Je pense que je l'ai déjà mentionné sur la dernière vidéo ici avec Eli Lilly. Donc, on continue. Alors, donc on dit ici que dans le cadre de la collaboration, AbbVie versera 350 millions de dollars à l'avance et jusqu'à 1,87 milliard de dollars en paiement d'étape pour obtenir les droits sur un analogue de la myline à action prolongée, actuellement en phase de développement précoce. Si vous êtes malin, allez voir c'est quoi la myline à action prolongée. Okay? Donc, aujourd'hui, ici, il faut mentionner une chose. Le deal, on a versé 350 millions. Maintenant, si certains objectifs sont atteints, OK, on pourrait payer jusqu'à 1,870 milliard. Par exemple, si on arrive à la phase 2, on va peut-être verser, 250 millions, je n'en sais rien.
D'accord? Si on arrive à la phase 4, on va peut-être verser 500 millions. Et si on arrive si on arrive à la phase 3, on va peut-être verser 500 millions, ainsi de suite. Si on arrive sur la mise sur le marché, on versera peut-être 800 millions ici. Bref, ça dépend des étapes. OK? Et l'argent en question, ça va servir ici à la recherche derrière, parce que ça coûte cher. OK? Donc, ce projet pourrait ouvrir de nouvelles opportunités dans un secteur en pleine expansion. Donc, ainsi, malgré les défis posés par la perte d'exclusivité de Humira, AbbVie semble bien armé pour reprendre le chemin de la croissance. Grâce à des médicaments performants comme Skyrizi et Rinvoq, ainsi qu'à des initiatives audacieuses dans de nouveaux domaines thérapeutiques, l'entreprise démontre également sa capacité à s'adapter et à innover. Donc, en 2025, AbbVie pourrait non seulement retrouver une stabilité financière, mais aussi renforcer sa place parmi les leaders de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est une belle leçon de résilience et de vision stratégique. Parce que nous avions ici une entreprise qui dépendait énormément d'un médicament dont le brevet arrivait à expiration, et elle a su valablement remplacer ces médicaments-là avec d'autres ici qui sont de nouveaux blockbusters. On aime ça. Donc, c'est l'occasion pour moi de prendre quelques secondes ici et de vous demander de vous abonner massivement ici à la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez ici le service Top Premium où on présente jamais des notes d'analyse sur des entreprises qui nous semblent sous-évaluées. Les notes d'analyse, c'est exactement ce que je suis en train de faire présentement. Donc, je lis, j'écoute les conférences call. Et quand je parle de suivi, ça veut dire que si AbbVie nous intéresse, je ferai le suivi d'AbbVie jusqu'à ce que la thèse d'investissement de départ ne soit plus d'actualité. Vous avez également le pack du débutant à l'intérieur ici qui comprend 3 formations thématiques. Comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, comment analyser une rate, OK? Et vous avez des analyses sectorielles parce que quand on parle des pharmaceutiques, elles exercent dans un secteur bien particulier. Quelle est la dynamique dans ce secteur-là? Il me semble que j'ai déjà fait des vidéos d'analyse sectorielle également. Ici, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous avez accès à la watchlist ainsi que la communauté privée. Quand on investit à long terme, c'est toujours intéressant dès qu'ils ont une communauté qui a à peu près les mêmes objectifs que nous. D'accord? Vous pouvez également demander des analyses quantitatives ici. Fin de la publicité. OK? Donc, si vous avez des questions, c'est simple. Quand vous serez sur cette page, il y a une petite pastille ici. Vous pouvez m'envoyer des questions par là ou bien m'envoyer un courriel. C'est comme vous voulez. Bien, quand vous allez recevoir la prochaine newsletter, vous pouvez juste répondre ici en me posant vos questions ici par rapport à ces différents services. OK? N'oubliez pas. Donc, si vous m'envoyez une question ici, envoyez-moi un courriel. Envoyez-moi vos adresses courriel directement en primeur. D'accord? Donc, avant même de poser la question, mettez d'abord l'adresse courriel pour que ce soit plus facile par rapport à la réponse. OK? Donc, si je reviens donc sur une autre analyse quantitative, parce que là, on sait déjà à peu près qu'est-ce qui se passe sous le capot. OK? C'est assez simplifié. Hein? Ça pourrait être bien plus long que ça. Mais le but ici est de vous donner l'essentiel droit au but. Nous sommes dans une période où les gens n'aiment plus lire. Donc, quand vous allez passer 1 heure de temps à parler de la même compagnie, je risque de vous perdre. Donc, on va faire simple ici. On va passer à l'analyse quantitative directement. Bon, je vous encourage à aller voir les dernières vidéos ici, marge brute, net income, etc. On a déjà fait ça plusieurs fois. Donc, je vais prendre directement ici Fastgraph. Je rappelle que vous avez 25% de réduction sur Fastgraph. Vous avez un code de réduction en description de la vidéo ici. Donc, sur Fastgraph, je peux déjà voir ici que la croissance est attendue. On attend à peu près une certaine croissance ici aux alentours de 15,47$ d'ici 2027. On constate également que c'est un business assez prévisible. Sur 2 ans, les analystes ont tendance à avoir raison. Donc, on aime ça. Quand on regarde également ici les attentes des analystes sur 2 ans ici, est-ce qu'ils ont tendance à être de plus en plus optimistes? On voit ici que oui, 14,99$. Il y a 6 mois, aujourd'hui, c'est 15,47$, 13,49$, 13,95$, 12,09$, 12,28$. On aime ça. Donc, les analystes sont de plus en plus optimistes. Maintenant, vous savez à peu près pourquoi est-ce qu'ils sont optimistes de manière générale, parce que c'est ça qui nous intéresse. Du point de vue évaluation, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une entreprise qui a l'habitude de se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices. Donc, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 210$ une entreprise qui pourrait me rapporter à peu près 15,50$ d'ici 2027, soit un rendement sur cours d'à peu près de 7,38%. Ce qui veut dire ici que AbbVie, du point de vue de dividende, le dividende a l'air safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. OK? Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'un dividende, AbbVie pourrait être une entreprise intéressante pour ceux qui sont à la recherche d'un rendement. 3,12% ici, il y a de grandes chances que ça continue à croître sur les années à venir. Et c'était encore un meilleur deal quand l'entreprise se négociait ici à peu près à 135$ l'action. Donc, qui nous représentait à peu près un rendement supérieur aux alentours de 10%. Donc, nous, on regarde le dividende de cette façon-là. Parce que le dividende ici n'est que le résultat ici
ce n'est qu'une décision d'allocation du capital. On peut choisir ici de le réduire, de l'augmenter, de faire des rachats d'actions, de rembourser la dette. Tout va dépendre ici de la position financière ici de la compagnie. Donc, il faut toujours aller regarder la raison derrière le dividende. Pas juste dire, ah oui, on paye le dividende, etc. Non, 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 non. Faites du stock picking sérieusement. Les chiffres, c'est bien. Ça vous permet juste de commencer ici, mais il ne faut pas juste limiter à des chiffres, histoire ici de se dire que ces dividendes-là pourraient continuer à croître au même niveau que les années précédentes. Non. Ici, on voit déjà que 7% sur le plafond de verre, il y a de grandes chances que ça continue. OK? Donc, ici, au prix actuel, je pense que AbbVie, le prix est juste, on va se dire, correct. Du point de vue en termes de performance ici, si l'entreprise arrive à avoir introduit de nouveaux médicaments sur le marché, etc., pourquoi pas? Mais je ne suis pas en train de vous dire ici que, ah non, ce n'est pas un deal, etc. C'est négocié à 15 fois les bénéfices. Déjà, 15 fois les bénéfices qu'importe la compagnie, ça commence déjà à être intéressant. Mais maintenant, clairement, on peut dire ici que ça peut être intéressant pour ceux qui recherchent des dividendes de plus en plus croissants, mais ceux qui veulent également la performance derrière, comme nous, on aimerait avoir un prix bien plus bas que ça. OK, donc aux alentours de 150, pourquoi pas, comme c'était le cas ici aux alentours de 350. Mais voilà, ceci n'est que mon avis. OK, bref, ici aujourd'hui, je ne sais pas, le marché pourrait avoir tendance à payer des multiples plus élevés demain. Je n'en sais strictement rien du tout. Moi, je paye 15 fois les bénéfices et je me limite là. Et ce n'est que mon avis et pouvoir avoir un avis complètement différent et je respecte cela. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce que AbbVie mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est une entreprise assez correcte dans le secteur ici des biotech, pourquoi pas? Ok, je pense même qu'elle fait... Elle fait d'ailleurs partie de ce secteur des entreprises dans cette watchlist-là. Je mettrai un price target ici à combien? Ça fait 232 $. Moins, je pense qu'on a à peu près 35 ou 32 $ de dette nette ici. Donc, je mettrai un price target à 200 $ par là. Donc, l'entreprise est correcte. Le prix actuel est tout simplement correct. Ça prend en considération ici un certain niveau d'endettement. Une dette qu'on peut repayer ici en moins de 3 ans. Donc, je pourrais même ne pas prendre en considération cette dette-là, mais je choisis de le faire ici. D'accord? Donc, si je viens ici au niveau de la watchlist, déjà, je vais vérifier est-ce que AbbVie fait partie de notre watchlist que vous pouvez retrouver ici dans le service Top Premium. Je vais juste actualiser la page. Ça ne va pas être long. Et voilà. Donc, on va faire ça. Un AbbVie. Voilà. On vérifie. OK. Donc, est-ce qu'elle est là? Oui, elle fait partie de la watchlist. Donc, c'est pharmacie, healthcare, biotechnologie. Donc, c'est simple. Je viens ici. Biotech. Je ferme ça, collapse all. On va attendre un tout petit peu que ça charge les aléas du direct, les amis. Entre-temps, vous pouvez prendre quelques secondes pour liker la vidéo ou bien vous abonner à la newsletter ou bien nous rejoindre dans le service Top Premium. Donc, c'est parfait. On va juste mettre collapse all. Je viens ici au niveau de pharma, enfin, healthcare, AbbVie, première entité, et je mettrai ici un price target à 200 points. Une fois que je mets le price target, je mets la date d'aujourd'hui. Histoire ici de savoir que ça a été fait aujourd'hui. Déjà, chaque 3 mois, c'est normal que ce soit renouvelé. Donc, si vous avez accès à la watchlist ici et que l'analyse date d'il y a 3 mois, ici, de plus de 3 mois, vous pouvez demander une mise à jour. D'accord? Donc, nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ici, ça affiche que l'entreprise n'est pas intéressante, etc. Mais vous me connaissez, vous savez que quand c'est en dessous de 15 fois les bénéfices, ça vaut la peine d'aller regarder. C'est bien de regarder le target price ici, mais quand vous regardez en N+3, on est situé à combien? 13,5. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je prends toujours en considération la dette. Et je vous ai dit ici que le prix actuel est intéressant. Ce n'est pas le deal du siècle, mais c'est correct. Donc, ceux qui recherchent un dividende, pourquoi pas? OK? Donc, nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je rappelle ici que ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. OK? Voilà. Merci. Au revoir.